Alors bonjour à tous, aujourd'hui une spéciale saga Mad Max. Après la saga Rambo, après la saga Terminator que vous pouvez retrouver dans mes vidéos, je vous fais une spéciale saga Mad Max avec Mel Gibson, voilà, et réalisée par George Miller, donc le grand George Miller. Donc voilà, ça c'est une édition collector des 3 premiers films que j'avais acheté en 2013, il me semble, et voilà, qui se présente sous la forme d'un bidon d'essence, comme vous pouvez le voir. Donc c'est une édition en métal. Voilà, moi j'aime beaucoup cette édition, je la trouve très très jolie. Et en plus, ça va totalement avec le film, parce que Mad Max, ça parle d'un monde où, voilà, où les hommes se battent pour l'essence, il y a des pénuries d'essence, et l'essence est devenue une denrée rare, un peu comme l'or, et l'homme, voilà, l'homme se livre bataille autour de l'essence. Donc c'est vraiment l'idée phare de la saga. Donc je vais vous présenter un peu d'abord cette édition. Voilà, j'enlève le couvercle, c'est assez facile à enlever. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Eh bien, on a la même chose, en fait, en boîtier à marais, voilà. Donc, voilà, les 3 premiers films. Donc, 3 disques, Blu-ray, bien sûr. Donc, Mad Max 1, Mad Max 2 et Mad Max 3. Donc, les 3 films sont réalisés par George Miller. Donc, ça, c'est assez particulier, justement, dans une saga, d'avoir toujours le même cinéaste qui réalise les films. C'est un peu le cas aussi du Seigneur des Anneaux. C'est un peu le cas aussi de Star Wars, même si George Lucas a réalisé le premier film et le troisième, enfin, pardon, la deuxième trilogie, et a produit en fait, a produit les autres, même si la dernière trilogie, elle a été vendue à Disney. Donc voilà, mais on n'est pas là pour parler de Star Wars. Donc là, c'est une saga qui est faite par le même, voilà, par le même cinéaste. Donc c'est 3 films donc dans ce coffret. Donc alors le premier Mad Max, c'est un film post-apocalyptique. Mais alors ce qui est notoire, ce qui est important à dire, c'est que Mad Max, quand le public pense Mad Max, quand il pense à l'esthétique de Mad Max, c'est un peu ce que je disais dans ma saga Rambo. Eh ben, il pense pas au premier Mad Max forcément, comme c'était le cas un peu pour le premier Rambo. Il pense au second, voilà, à Mad Max 2. Mad Max 2, c'est vraiment le film qui a vraiment donné le ton, qui a vraiment donné l'univers de Mad Max. Voilà, dans la mythologie du public, Mad Max, c'est à partir de Mad Max 2 que le film prend vraiment voilà, toute sa couleur, toute son esthétique. Donc là, je vais vous parler un peu de la saga. Donc le premier Mad Max, donc c'est un film post-apocalyptique. Mais alors, ce qui est intéressant dans le film, c'est que c'est un univers qui est un univers d'anticipation, mais qui est vraiment pas très appuyé en fait. Donc ça se passe dans un monde où vraiment il y a une catastrophe qui s'est passée, on sent il y a très très peu de temps. Donc il y a encore voilà, il y a encore les habitations, voilà, mais bon le monde et c'est quand même un monde déserté, voilà, on est beaucoup dans du désert, mais voilà, les gens ont encore de quoi se nourrir. On sent vraiment que c'est après l'apocalypse, juste après l'apocalypse, et que il y a eu des conflits, il y a eu des choses qui se sont passées, mais voilà, le monde n'est pas encore
totalement en ruine, voilà, dans Mad Max, dans le premier Mad Max. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un peu la déliquescence du monde, voilà, on sent les premiers prémices de la catastrophe qui va arriver dans ce premier Mad Max. Et en fait, eh ben, ça parle d'un monde où déjà il y a une anarchie, une espèce d'anarchie qui s'installe, où c'est la loi du plus fort, c'est la loi de la survie. Mais il y a encore des unités de police, il y a encore la police. Et justement, le personnage de Mad Max, il incarne un policier, voilà, un policier dans ce futur proche, qui en fait, bah, son boulot, c'est d'être policier et d'arrêter en fait d'arrêter les délinquants, les malfrats, voilà, tout ça. Donc, tout se passe sur les routes. C'est ça qui est intéressant dans ce film. C'est vraiment on peut dire, c'est un western. C'est un peu filmé comme un western. C'est filmé en Australie, dans le désert australien. Donc, c'est en cinémascope. Et en fait, dans le film, ben, les véhicules, les voitures remplacent les chevaux des westerns. Voilà. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que le premier Mad Max, c'est une sorte de western en fait. Voilà, c'est une sorte de western, sauf que ça se passe dans un futur proche. Voilà, et en fait c'est une histoire de vengeance, donc aussi ça c'est aussi un thème de western. Donc c'est en fait Max qui est incarné par Mel Gibson, voilà, qui était vraiment la révélation du film. Il avait déjà joué à l'époque dans d'autres films qui étaient beaucoup moins connus, mais il n'était pas du tout encore une star. Et c'est vraiment le premier Mad Max qu'il a fait connaître, d'abord en Australie et puis ensuite dans le reste du monde, où vraiment là, son charisme explose dans ce film. Vraiment, voilà, on découvre un acteur à l'époque, vraiment un acteur incroyable. Donc, qui est en fait un acteur américain, Mel Gibson. On a toujours pensé qu'il était australien, mais c'est en fait un acteur américain. C'est le réalisateur George Miller qui lui, par contre, est australien. Voilà. Donc, le premier Mad Max, c'est donc une histoire de vengeance. C'est ce policier qui est joué par Mel Gibson, qui voit en fait sa femme et son enfant massacrés, donc tués par des chauffards, quoi, voilà, par une bande de chauffards, une bande de motards, dont le chef, qui est un type assez terrible, voilà, qui est un psychopathe. Et donc c'est cette bande de motards qui ont assassiné gratuitement sa femme pour la violer, et qu'on assassiné aussi l'enfant qu'ils avaient, l'enfant tout jeune qu'ils avaient. Et ben ça va rendre Max complètement fou, quoi, complètement fou de vengeance. Et donc c'est pour ça qu'il va s'appeler Mad Max, Max le fou, voilà, parce qu'il est assoiffé de vengeance. Et c'est un homme à présent qui est complètement perdu. Voilà, il va quitter la police, il va démissionner uniquement pour assouvir sa vengeance. Voilà, donc c'est le thème du film. Oui, c'est un film, c'est vraiment un film de vengeance, un western. C'est comme un western, voilà. Et la caractéristique, c'est qu'il y a des superbes courses-poursuites en voiture. C'est superbement filmé dans le désert australien. À l'époque, voilà, il n'y avait pas de numérique à l'époque, donc tout est fait en réel, quoi. Il n'y a pas du tout il y a quelques effets spéciaux artisanaux, mais il n'y a pas du tout de numérique. Donc le film c'est vraiment un film pur, quoi, qui est un pur film d'action. Et donc tout ce qu'on voit à l'écran est réel, quoi. Voilà, toutes les cascades de voitures, toutes les courses poursuites sont réelles, et ce qui donne vraiment la marque et la force de ce film. Voilà. Et à savoir qu'il y a eu comme il y a eu beaucoup de cascadeurs sur le film, il y a eu même eu des décès, voilà, il y a même eu des accidents. Donc c'est un tournage qui a été très très compliqué pour le réalisateur aussi, qui en fait faisait là son vrai premier long métrage, quoi. Donc qu'il avait financé avec vraiment un budget
un budget très 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 moyen, quoi. C'était pas du tout un gros budget. Et le film est incroyable, quoi. Voilà, le film est incroyable. Et donc c'est le film qui a lancé la saga, et donc qui a eu du succès, et donc qui a permis à George Miller de faire une suite. Et alors là, c'est Mad Max 2, le défi, qui est considéré, et que moi aussi je considère, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur, voilà, le meilleur opus de la saga. Et comme je vous disais en introduction, le Mad Max 2, le défi, c'est vraiment le film qui a donné sa patte à la saga. Voilà, c'est vraiment Mad Max 2, le défi, qui fait, voilà, qui donne le ton à Mad Max. Alors là, on retrouve dans ce second film, on retrouve le personnage de Max. Donc son nom entier, qui est un peu difficile à prononcer, c'est Max Rokachansky. Voilà, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais c'est le nom entier du personnage. Donc, qui a une voiture célèbre aussi, qui roule à bord d'un modèle Interceptor, voilà, qu'il a un peu modifié, donc pour aller encore plus vite. Donc ça donne vraiment, ce personnage, c'est vraiment une icône totalement culte. Donc voilà, on le retrouve dans ce second opus. Personnage très solitaire, donc voilà, là encore on est un peu dans le western. Donc toujours dans le désert australien. Et alors là, on est dans un univers beaucoup plus post-apocalyptique que dans le premier. Où, comme je vous disais, dans le premier, on a encore des éléments familiers de la civilisation. Là, on est vraiment dans un univers totalement post-apocalyptique, où là, il y a carrément eu, voilà, on sent que il y a eu une guerre nucléaire, enfin tout, des conflits sociaux, des pénuries, voilà, des pandémies, des choses qui ont mené le monde au chaos total, voilà. Et donc, il y a plus de gouvernement, il y a plus d'institutions, il y a plus de société en fait. Voilà, c'est totalement l'anarchie, c'est totalement le Far West. Voilà. Donc il y a des bandes, voilà, il y a des bandes, il y a des communautés. Et donc dans ce Mad Max 2 le défi, ben justement Mad Max, le personnage de Max, toujours incarné par Mel Gibson, va rencontrer une communauté, voilà, qui essayent de préserver leur essence. Voilà, ils ont un camion d'essence et ils essayent de le préserver. C'est une espèce de communauté très pacifique, voilà, enfin d'apparence pacifique, même s'ils n'hésitent pas à employer la violence. Mais voilà, c'est une communauté qui veut juste en fait survivre dans ce monde apocalyptique et chaotique. Et évidemment, eh ben, ils sont aux prises avec des bandes voilà des effrayants barbares motorisés, voilà, et donc menés par un chef qui porte un masque en fer et au visage totalement défiguré, c'est-à-dire qu'on le devine un peu, on le voit jamais, mais on devine un peu dans la façon de filmer de George Miller, on devine un peu son visage et on sent qu'il est complètement, voilà, il a dû être brûlé dans un accident. Et donc ce chef iconique aussi qui a une stature impressionnante et qui porte ce masque en fer de hockey, ben ces sbires, si je peux dire, l'appellent le seigneur Humungus. Voilà. Et donc ce groupe, en fait, mené par Humungus, veut s'emparer de la citerne. Voilà, veut s'emparer de la citerne que possède la communauté. Et donc cette communauté, menée par un homme qui s'appelle Papageno, je crois, Papagallo, non, Papageno c'est dans un opéra, pardon, Papagallo, qui demande à Max, voilà, de les aider, comme Max est un peu devenu une sorte de mercenaire, solitaire, voilà, un électron libre qui semble avoir peur de rien. Parce que là, en fait, comme je vous dis, la vengeance dans le premier film l'a rendu complètement, ben, un peu comme le personnage de l'arme fatale qu'incarnait aussi Mel Gibson, voilà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui en fait n'a pas peur de mourir,
voilà, et qui est à peu près à tout. Voilà, donc comme un chien fou, si vous voulez. Donc, ce personnage de Max, donc dans ce second opus, il va hésiter d'abord, et puis ensuite il va accepter d'aider la communauté, cette communauté, à combattre les barbares, voilà, à combattre les, les barbares à moto. Et ça va donner à la fin du film une poursuite d'anthologie. Voilà, c'était d'ailleurs le poster à l'époque. Il y avait le camion avec la citerne et les poursuivants, et puis au devant la silhouette de Max. Voilà, et c'était avec l'ennemi de l'autre côté. C'était une très très belle affiche. Donc voilà, et donc la poursuite finale est incroyable, mais en fait tout le film est extraordinaire. La réalisation de George Miller, elle est fabuleuse. Euh, Comme le premier film, toutes les cascades sont faites en vrai. Voilà, donc il y avait pas de numérique non plus. Et donc c'est vraiment Mad Max 2, c'est juste un voilà, c'est un pur chef-d'œuvre. Voilà. C'est un pur chef-d'œuvre. Il y a la musique de Brian May aussi qui est excellent et qui donne une intensité au film, voilà. Donc c'est vraiment Mad Max 2, je vous dis, c'est considéré comme le meilleur de la saga. C'est un film qu'on peut revoir et revoir. Voilà, c'est juste une bombe, Mad Max 2. Voilà. Donc ensuite, après Mad Max 2, ben George Miller, il était il était un peu fatigué en fait, il était un peu malade. Et donc on lui a proposé de faire, ou je sais plus si c'est lui qui a décidé de faire un troisième opus, mais ça s'est fait un peu. Il s'est passé quelques années avant qu'il entame ce troisième Mad Max. Donc il s'appelle Mad Max 3 sous le dôme du tonnerre. Et donc c'est un film alors qui est beaucoup, voilà, qui est moins qualitatif que les deux premiers, même s'il y a des belles choses dedans. Mais alors le problème du film, c'est que on retrouve le côté post-apocalyptique du deuxième, mais alors ensuite il y a une espèce de d'histoire un peu à la, euh, qui se passe dans un voilà dans une communauté d'enfants sauvages, voilà, des enfants sauvages qui ont été abandonnés et qui en fait ont recréé une espèce de société. Et donc, ben, c'est ça. Disons qu'à ce moment-là, le rythme du film faiblit beaucoup, je trouve. Et donc, après une première partie as- assez intense avec bah, où on revoit Max, alors là, qui est un peu différent du premier film. Alors là, il a les cheveux longs, voilà, c'est un homme qui est un peu vieillissant, quoi, même il est jeune encore, mais il fait un peu vieillissant. Et c'est un homme fatigué, voilà, on le sent beaucoup plus fatigué dans le deuxième film. Il était beaucoup plus nerveux et voilà, beaucoup plus jeune. Là, on sent qu'il est à bout, qu'il est fatigué. C'est un homme usé, voilà, usé aussi par son passé parce que bah, c'est quelqu'un qui souffre depuis la mort de sa femme et son enfant, donc c'est un homme totalement brisé, voilà. Donc qui cherche à redonner un sens bah, dans ce monde justement chaotique. Et donc là, en fait, il y a un face-à-face dans ce troisième opus qui est vraiment beaucoup plus, ouais, qui est beaucoup plus commercial, même si c'est pas des films d'auteur, hein, les deux premiers, mais qui est beaucoup plus commercial que les deux films d'avant. Parce que là, ils ont pris le réalisateur George Miller dans le casting a pris la chanteuse rock Tina Turner, voilà, qui était une rock star à l'époque, qui est toujours connue d'ailleurs, mais qui est décédée maintenant, mais qui à l'époque était vraiment c'était dans les années 80, donc elle était très très connue. Et elle avait d'ailleurs signé la chanson qui était numéro un au top 50 à l'époque. Voilà, donc ça donnait un cachet commercial au film qui nuit un peu finalement au film. Voilà.
Et le film est très très inégal. Il y a des bonnes choses, voilà, notamment le combat, tout le combat dans le dôme du tonnerre avec ce personnage qu'on appelle Bombe, et puis ce, ce, ce personnage de nain, en fait, qui est le cerveau du colosse, voilà, avec qui Max combat. Donc ça donne des scènes assez bonnes. Il y a quelques scènes, il y a quelques scènes bonnes aussi à la fin. On retrouve aussi une poursuite, mais ça fait un peu redite. Le problème, c'est que ça fait un peu redite par rapport à Mad Max 2. C'est-à-dire il y a également une poursuite finale, mais qui est qui est moins définitive que la poursuite du 2. Donc ça donne un film moyen, qui a quand même des qualités, voilà. Moi, je l'avais beaucoup aimé à l'époque quand je l'avais vu au cinéma quand il était sorti, mais bon, j'étais très jeune à l'époque, donc je pense que j'étais plus indulgent que maintenant. Bon, le film c'est pas mauvais, mais c'est à noter que George Miller je vous dis, il était malade et fatigué quand il l'a réalisé, donc il a été aidé d'un co-réalisateur qui était je crois, je pense que je vais dire une erreur, je crois que c'était un scénariste australien qui connaissait, mais je ne suis pas sûr. Donc c'est peut-être plutôt un assistant réalisateur, voilà, qui l'a aidé à faire le film. Donc voilà, on va pas s'éterniser sur Mad Max 3, qui est vraiment pas le meilleur de la saga. On peut même dire que c'est le moins bon. Voilà, donc maintenant je vais continuer parce que la saga n'est pas finie. Il y a eu en fait 4 films en fait. Donc je vais ranger le coffret et je vais vous présenter voilà, le quatrième Mad Max en fait, qui est sorti bien après, voilà, bien après la trilogie. Donc cette fois-ci, Mel Gibson n'a pas rempilé. Il faut dire qu'il commençait un peu à prendre de l'âge, mais bon, pourquoi pas, il aurait pu incarner un Mad Max vieillissant, ça aurait pu être aussi intéressant. Mais voilà, le choix de George Miller, c'était de retrouver le personnage de Mad Max tel qu'il était dans le deuxième. Donc il a pris un comédien, Tom Hardy, voilà, qui est pas mal dans le rôle, voilà, qui est pas mal dans le rôle de Max. Même si moi, personnellement, je trouve que quelqu'un, par exemple, comme Gerard Butler, aurait pu aussi faire l'affaire, voilà. Il aurait pu faire un très très bon Mad Max aussi. Mais bon, George Miller a choisi Tom Hardy, qui est quand même un très très bon acteur et que moi j'aime bien personnellement. Et alors, la particularité de ce film, déjà, c'est qu'il a été réalisé bien après la trilogie, donc il y a quelques années, mais donc il n'y a pas si longtemps, voilà. Et alors, la particularité pardon, de ce nouveau Mad Max, c'est que Max, en fait, est en second plan, voilà. Il est en second plan. Et c'est un personnage féminin incarné par Charlize Theron, qui s'appelle Furiosa dans le film, et qui est en fait une sorte de Mad Max au féminin, et qui en fait vole la vedette au personnage. Voilà, donc c'est vraiment elle l'héroïne de ce Mad Max Fury Road, donc qui n'est pas appelé Mad Max 4, mais qui est appelé Mad Max Fury Road, sans doute parce que c'est Tom Hardy, je pense. Et donc c'est quand même un Mad Max, mais peut-être pour distinguer qu'il ne s'inscrit pas totalement de manière totale dans la saga. Ben, c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas appelé Mad Max 4. Voilà. Donc c'est un excellent film. Alors sinon Mad Max Fury Road, à l'époque quand c'est sorti, ben, ça a fait un carton. C'est un film totalement bluffant, quoi. C'est vraiment c'est incroyable, hein. Franchement là c'est incroyable. C'est un film qui n'arrête pas du début à la fin. Donc c'est de l'action non-stop et on est vraiment pris, on est saisi par la maestria du film, incroyable, quoi. C'est vraiment et alors là, ce qui est étonnant aussi par rapport à l'univers de Mad Max, c'est que là, on est aussi un peu on reste dans un univers post-apocalyptique. Mais alors là, il y a Miller, en fait, ce qu'il a fait, c'est
il a fait un univers qui est beaucoup plus coloré. Voilà, il a poussé l'étalonnage, le travail sur les couleurs est beaucoup plus, c'est beaucoup plus coloré. Voilà, même si ça se passe toujours dans dans des paysages désertiques, mais c'est un univers plus, voilà, plus contrasté et coloré que dans les précédents. Et vraiment, il y a aussi un méchant iconique là, qui est vraiment extraordinaire et que je crois que c'est il me semble, je suis même quasiment sûr que c'est l'acteur qui jouait en fait le méchant dans le premier Mad Max. Voilà, donc je crois que c'est qui jouait le chef des motards. Et ben c'est en fait et ben c'est l'acteur. Voilà, c'est le même acteur. Donc qui joue là le méchant, dont je retrouve plus le nom, mais c'est sans doute marqué. On va voir. Est-ce que c'est marqué? Non, non, c'est pas marqué. Bon. Non, il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas le nom. Je le vois pas. Non, 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 il n'y a pas le nom, malheureusement. Donc je sais pas si je retrouverai le nom du méchant de cet opus. Donc la particularité aussi de ce Mad Max, par rapport aussi à un cinéma de cette époque, c'est-à-dire là on est vraiment dans les années 2000, largement dépassé, là on est dans les années 2010 même, euh, c'est que il y a beaucoup de scènes, donc c'est toujours des poursuites en voiture, il y a beaucoup de scènes de poursuites en voiture tournées en réel, et là la particularité c'est que contrairement aux autres Mad Max, là George Miller a rajouté un petit peu de numérique, voilà. Il a rajouté un peu de numérique, mais là, on n'est pas dans Fast and Furious, où il y a beaucoup de choses complètement trafiquées, truquées, des choses incroyables. Là, en fait, il a vraiment utilisé pardon, des cascadeurs, donc qui font des vraies cascades, sauf il a ajouté ça et là des choses un peu en numérique, voilà, pour accentuer certaines choses. Donc ça donne une particularité au film. Voilà, contrairement à certains films comme beaucoup de films de super-héros où il y a beaucoup de choses fausses faites par ordinateur, bah là il y a beaucoup de vrais, voilà, il y a beaucoup de vraies cascades, il y a beaucoup de, sauf que ça a été accentué un peu par du numérique, voilà. Et alors à noter que le personnage de Charlize Theron, donc Furiosa, bah, va avoir une suite, voilà. Donc il y aura un cinquième Mad Max. On ne sait pas si on peut dire que ça s'inscrit dans la saga Mad Max, mais c'est quand même un des personnages de la saga, donc Furiosa, donc qui va apparaître dans une suite qui s'appellera justement Furiosa, voilà, et qui sortira courant 2022 ou 2023, il me semble. Voilà. Donc et puis alors à noter un thème très très bon. Bon là c'est pas Brian May, mais c'est je sais plus quel est le groupe qui a signé le thème, mais voilà, c'est un thème musical très très bon, qui vraiment accentue aussi le rythme du film, le rythme infernal, si on peut dire. Et c'est vraiment un très très grand, voilà, un très grand film, Mad Max Fury Road. Moi, dans la saga, c'est pas mon préféré. Moi, je préfère quand même le deuxième. Voilà, mais je le mettrais peut-être en troisième position, voilà. Avant Mad Max 3, je le mettrais peut-être, voilà. Donc c'est un très très bon film, Mad Max Fury Road. Et voilà, et sur cette image du Blu-ray de Mad Max Fury Road, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, avec les deux disques, DVD et Blu-ray. Voilà. Si vous aimez ma vidéo, ben mettez un j'aime, pardon, et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Et voilà, et je vous dis à bientôt.